Pour une fois, nous allons commencer par une légende. Et pas n'importe quelle légende, une véritable odyssée. Non, mieux que ça, la véritable odyssée. À partir du livre 10, Circé est pour beaucoup dans les malheurs d'Ulysse. Pire qu'une magicienne, c'est une polypharmacienne, d'après le texte grec. C'est-à-dire qu'elle est capable de concocter toutes sortes de mixtures maléfiques. Avec ses potions, c'est un jeu d'enfant pour elle que de transformer les compagnons d'Ulysse en pourceaux. Alors bien sûr, ça ne fait pas plaisir à Ulysse, mettez-vous à sa place. Et comme Hermès lui a donné un antidote, il montre à Circé de quel bois il se chauffe. Mais Circé a d'autres capacités que la polypharmacie, et la dispute se termine comme on s'y attend tous, c'est-à-dire à l'horizontale. Et pour sceller la réconciliation, Circé, qui a en plus des pouvoirs de divination, prévient Ulysse de ce qui l'attend avant de rentrer à Ithaque. D'abord, il devra résister aux sirènes. Des sirènes, justement. Il bouchera les oreilles des rameurs pour être le seul à entendre les dites sirènes et se fera attacher au mât pour mieux y résister. Ensuite, Ulysse devra affronter deux terribles monstres. Charybde, qui avalerait d'un coup son navire et toute l'eau qu'il y a autour, et Scylla, à qui il ne pourra pas faire moins que de sacrifier quelques-uns de ses compagnons. Il faut ce qu'il faut. Puis, dit Circé, vous atteindrez l'île de Trinacrie. Là paissent 7 troupeaux, de chacun 50 génisses, et 7 autres troupeaux de chacun 50 brebis, consacrés au dieu du jour, Hélios. Si, songeant à ton retour, tu respectes ces troupeaux, tu pourras, après avoir bien souffert, revoir ta patrie. Mais si au contraire tu attaques ces animaux, je te prédis la perte de ton navire et la mort de tous tes compagnons. Ulysse, si tu échappes au trépas, tu rentreras malheureux dans Ithaque après avoir longtemps erré sur la mer et perdu tous tes guerriers. Et devinez ce qui s'est passé. Et les compagnons d'Ulysse n'ont pas su résister à la tentation d'un barbecue. Hélios, qui de son char voit tout ce qui se passe, pousse des hauts cris, se plaint aussitôt à Zeus, qui est bien obligé de sévir. Oui, quand même, si on ne fait plus respecter un interdit divin, ça tourne à l'anarchie. Et quand Zeus se fâche, il ne plaisante pas de la tempête. Comme Circé l'avait prédit, Ulysse est le seul à en réchapper. Bien, vous avez tout suivi, vous savez donc que les troupeaux d'Hélios sont gardés dans l'île de Trinacrie, qui étymologiquement a 3 sommets, c'est-à-dire qu'elle est triangulaire. Or, quelle île de la Méditerranée est presque triangulaire ? La Sicile. Et quel est le mathématicien sicilien le plus célèbre de tous les temps ? Qui a répondu Andrew Wiles ? C'est Archimède, bien sûr. Oh non, vous n'allez pas me faire raconter la mort d'Archimède une fois de plus. Tenez, si vous voulez, on va dire qu'il est mort d'une cirrhose du foie. Archimède est donc à Syracuse. Et on peut supposer une certaine rivalité avec les mathématiciens d'Alexandrie en Égypte, parmi lesquels Ératosthène et Apollonius. Dans la préface au traité de la spirale, Archimède se montre un peu énervé, mais on ne sait pas bien à qui il pense. Car il se trouve qu'il y a 2 de ces problèmes dans une lettre à Conon qui ne sont pas séparés, mais ajoutés à la fin, de sorte que ceux qui prétendent trouver tous les problèmes sans publier aucune démonstration seront confondus, car ils promettront de trouver des solutions à des problèmes impossibles. Et voilà donc Archimède surpris en flagrant délit de perfidie,
en train de poser des problèmes qu'il sait impossibles pour confondre ses rivaux trop présomptueux. Donc, vous ne serez pas étonné que le problème des bœufs qui va suivre lui soit attribué. On devrait plutôt dire problème des bovins, parce qu'il n'y a pas de bœufs, mais des taureaux et des vaches. Mesure-moi, ami, si tu as la sagesse en partage avec une application soutenue, le nombre des bœufs d'Hélios, qui, jadis, paissaient dans les plaines de l'île trinacrienne, la Sicile, répartis en 4 troupeaux de couleurs variées. L'un blanc de lait, le second d'un noir brillant, le troisième brun et le quatrième tavelé. Dans chaque troupeau, il y avait un nombre considérable de taureaux dans les proportions que voici. Imagine, ami, les blancs en nombre égal à la moitié, augmenté du tiers, des taureaux noirs et augmenté de tous les bruns. Bien, je ne vais pas vous lire tout l'énoncé, d'autant qu'après les équations entre les nombres de taureaux viennent les équations entre les nombres de vaches. Il y en a 7 en tout. Les voici sous forme moderne entre les 8 inconnus. Nombre de taureaux et de vaches pour chacune des 4 couleurs. Allons bon. Cette équation 8 inconnus, il y a une infinité de solutions. Voilà, les solutions entières sont les suivantes en fonction d'un paramètre entier k. Et même en prenant k égale 1, cela fait tout de même plus de 50 millions de bestiaux, soit environ 2000 têtes pour chaque kilomètre carré de Sicile. Jusque-là, cela reste jouable. Mais ce n'est pas terminé. D'ailleurs, Archimède ne considère pas cette première partie du problème comme un exploit. Ami, si tu peux me dire exactement combien il y avait de bœufs d'Hélios, en précisant le nombre des taureaux robustes et à part celui des vaches pour chaque couleur, tu ne seras pas, certes, appelé ignorant ni inculte en matière de nombre, mais tu ne seras pas pour autant rangé parmi les savants. Mais examine encore toutes les manières dont les bœufs d'Hélios ont été groupés. Chaque fois que les taureaux blancs venaient joindre leur multitude aux noirs, ils se rangeaient fermement en un groupe ayant la même mesure en profondeur et en largeur, et les vastes plaines de la Trinacrie étaient remplies de cet amas carré. Bien, donc W plus X doit être le carré d'un entier. D'autre part, les bruns et les tavelés réunis se rangeaient de leur côté de façon à former un groupe qui, commençant par 1, allait s'élargissant jusqu'à parfaire une figure triangulaire, sans que les taureaux d'autres couleurs fussent présents ni absents. Donc, Y plus Z doit être un nombre triangulaire de la forme B plus 1 sur 2. Quand tu auras trouvé, ami, et embrassé dans ton esprit la solution de toutes ces questions, en indiquant toutes les mesures de ces multitudes, rentre chez toi, te glorifiant de ta victoire, et sache qu'on te juge arrivé à la perfection dans cette science. Ah ben oui, il y a de quoi. Jugez plutôt. Si on écrit les 2 nouvelles conditions, après 1 ou 2 changements de variables, on arrive au problème suivant. Trouver U et V tels que U2 moins 44 milliards et quelques fois V2 égale 1. On ne regarde que la plus petite solution en U et V, puis on revient aux inconnus initiales. On s'aperçoit alors que le nombre total de bestiaux est un nombre à 206 545 chiffres, soit un nombre de 206 535 chiffres pour le nombre de têtes au mètre carré de Sicile. Tout bien considéré, il n'est pas exclu qu'Archimède se soit un peu moqué du monde. Mais en était-il bien conscient ?
Eh bien, probablement oui. Nous allons voir pourquoi. Je vous présente l'équation de Pell-Fermat. Étant donné un entier D, trouvez deux entiers U et V tels que U2 moins D V2 égale 1. Pas de quoi fouetter un chat, me direz-vous, mais il se trouve que cette équation est une des plus anciennes et des plus importantes dans l'histoire de l'arithmétique. Si D est un entier qui n'est pas un carré parfait, elle a une infinité de solutions. Pourquoi cette équation est-elle naturelle et importante? Vous en voyez la raison au-dessous. Si U et V sont solutions, alors U sur V est une approximation rationnelle de racine de D. Et cette valeur est même la plus proche possible pour un dénominateur donné, au sens où U sur V au carré ne diffère de D que par 1 sur V2. Bon, comme je vous parle ailleurs du scandale des irrationnels et que j'ai aussi une histoire sur les approximations de racines carrées, on va faire plus court. Les Indiens connaissaient une approximation de racine de 2 à 10-6 près, longtemps avant Pythagore. Les Mésopotamiens aussi d'ailleurs. Les pythagoriciens ont peut-être retrouvé le même algorithme. Mais la première trace qu'on en a figure dans les métriques de Héron d'Alexandrie. C'est ce que nous appelons méthode de Héron. On peut la voir comme un calcul de solution de l'équation de Pell-Fermat. Dans ce manuel, écrit par un néo-platonicien, Théon de Smyrne, 4 bons siècles après Platon, donc 6 siècles après Pythagore, Théon ne prétend pas inventer de nouveaux théorèmes. Il expose simplement les mathématiques que l'on doit connaître pour lire Platon. Et parmi ces mathématiques, on trouve un algorithme itératif pour la construction de 2 suites récurrentes. Il les désigne par côté et diagonale. Comme c'est un peu difficile à lire chez Théon de Smyrne, voici les 2 récurrences sous forme moderne. Sur 2 suites, notées Cn pour le nème côté et Dn pour la nème diagonale. Le n plus unième côté est la somme du nème et de la nème diagonale. Et la n plus unième diagonale est la somme du nème et du n plus unième côté. Voyez ici le tableau des 7 premières itérations en dessous. Vous me démontrerez par récurrence pour la prochaine fois que dn au carré moins 2cn au carré vaut plus ou moins 1 selon la parité de n. Donc, la suite dn sur cn converge vers racine de 2 par valeur alternativement supérieure et inférieure. Cet algorithme donne une infinité de solutions à l'équation de Pell-Fermat pour d égale 2. On a des traces d'un algorithme analogue pour d égale 3 chez Héron d'Alexandrie. Concernant Archimède, vu la virtuosité des calculs auxquels il se livre, il est raisonnable de lui prêter la capacité de résoudre des équations de Pell-Fermat pour des valeurs plus grandes que 2 ou 3. Il est donc tout à fait vraisemblable qu'il se soit rendu compte que son problème des bovins était intraitable, bien qu'il ait une infinité de solutions. Le premier à résoudre les équations de Pell-Fermat dans le cas général, tout au moins le premier dont on ait gardé trace, c'est Brahmagupta. Son œuvre principale date de 628 et s'appelle le Brahmasphutta Siddhanta, ce qui veut dire la doctrine de Brahma correctement établie. C'est un manuel d'astronomie qui contient seulement 2 chapitres de méthodologie mathématique. La section 7 du chapitre 18 s'intitule « Carré affecté d'un coefficient ». Elle commence par une règle qui permet de fabriquer à volonté des solutions pourvu qu'on en ait déjà trouvé une. La voici en écriture moderne. Soit U1V1 et U2V2, 2 solutions, non nécessairement distinctes. La nouvelle solution est U1U2 plus DV1V2 comme plus grand terme, U1V2 plus V1U2
comme plus petit terme. La nouvelle solution est différente des deux à partir desquels elle a été fabriquée. On peut en déduire que l'équation a une infinité de solutions dès qu'elle en a une. Mais en a-t-elle toujours une ? Brahmagupta n'est pas très clair là-dessus, mais ces exemples montrent des niveaux de calcul tout à fait respectables, puisqu'ils donnent en exercice les cas d égale 92 et d égale 83. 5 siècles plus tard, Bhaskara va beaucoup plus loin dans sa Bija Ganita, qui est un manuel d'algèbre. Il va donner un algorithme de recherche systématique des solutions. Et même s'il ne l'explicite pas comme un théorème d'existence, son algorithme permet effectivement de trouver une solution pour toute valeur de D qui n'est pas un carré parfait. Donc, au XIIe siècle, les Indiens savaient déjà résoudre les équations de Pell-Fermat. Non mais, attendez un peu, ni Pell ni Fermat n'étaient indiens que je sache. Et tous les deux sont nés plus de 5 siècles après Bhaskara. Alors, que viennent-ils donc faire dans cette histoire ? Pour Fermat, ce n'est pas compliqué. Cela vient d'un des défis qu'il a lancés, en France d'abord, puis aux mathématiciens anglais ensuite. Celui-ci date de 1657. Je vous demande une règle générale pour, étant donné un nombre non carré, trouver des nombres carrés qui, multipliés par le dit nombre donné en ajoutant l'unité, fassent des nombres carrés. Fermat propose D égale 61 et D égale 109 comme valeur test. Oh, elles ne sont pas des plus faciles. Puis il conclut en se montrant égal à lui-même. Si vous ne m'envoyez pas la solution générale, envoyez-moi la particulière de ces deux nombres que j'ai choisis des plus petits pour ne pas vous donner trop de peine. Après que j'aurai reçu votre réponse, je vous proposerai quelque autre chose. Il paraît, sans le dire, que ma proposition n'est que pour trouver des nombres entiers qui satisfassent à la question, car en cas de fraction, le moindre arithméticien en viendrait à bout. Ce défi, envoyé en latin en Angleterre le mois suivant, est relevé par deux Anglais, Lord Brouncker et le plus connu, John Wallis. 30 ans plus tard, Wallis consacre un chapitre entier de son traité d'algèbre à ce même problème. Et il évoque avec un certain agacement l'attitude de Fermat. Quelles étaient les méthodes de messieurs Fermat et Frénic pour ce faire, je ne saurais le dire, car bien qu'ils nous aient envoyé de nombreux défis que nous avons traités, ils n'ont jamais eu l'amabilité, malgré leurs promesses, de nous faire savoir comment eux-mêmes traitaient les problèmes qu'ils nous proposaient. Je pense que nous pouvons affirmer sans risque, au vu de leur façon de traiter ces défis, que s'ils avaient eu de meilleures méthodes que les nôtres, ils se seraient glorifiés de nous avoir surpassés. Mais quand ils virent que nous avions, sans leur aide, trouvé nos propres méthodes aussi bonnes ou meilleures que les leurs, ils jugèrent à propos de cacher les leurs. De fait, Wallis est le premier à avoir publié une solution d'équation de Pell-Fermat, trouvée conjointement avec Lord Brouncker. Reste à comprendre ce que vient faire Pell dans cette histoire. Vous apprendrez ici ou là que ce serait une bêtise d'Euler. Il aurait lu en travers l'algèbre de Wallis et en aurait conclu à tort que Pell avait résolu l'équation avant les autres. Ah bon ? Une bêtise d'Euler ? Je ne sais pas vous, mais moi, avant de dire qu'Euler s'est trompé, j'ai tendance à vérifier, et plutôt 2 fois qu'une. L'erreur est censée venir de cet article qui, accessoirement, est un des premiers à employer le mot « algorithme » dans son sens actuel. Or, dans cet article, Euler ne se limite pas aux équations de Pell-Fermat, mais il traite d'équations quadratiques un peu plus générales.
Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à attribuer ces équations à Pell? John Pell n'a pas laissé une grande trace dans l'histoire des mathématiques, et c'est un peu de sa faute. Il n'a quasiment rien publié directement sous son nom. Par contre, lors d'un séjour diplomatique en Suisse, il avait eu un élève, Johann Friedrich Rahn. Suite aux leçons de Pell, ce Rahn avait publié en 1659 un livre d'algèbre en allemand dans lequel il ne fait pas mystère de ce qu'il doit à Pell. 9 ans plus tard, le livre est traduit en anglais et soigneusement révisé par Pell. Et dans les deux versions, on trouve une méthodologie de résolution propre à Pell. Elle est illustrée en particulier par le problème suivant. Trouver deux triangles isocèles à côté entier qui ont même périmètre et même surface. C'est un problème quadratique à 4 inconnus. À l'origine, il vient d'un autre défi français, dû à Descartes cette fois-ci. Les développements sont présentés sous forme de tableaux d'équations, toutes numérotées dans la seconde colonne. Regardez l'équation 34 dans l'encadré bleu. C'est une équation de Pell-Fermat. Je n'imagine pas que Euler ait pu ignorer le livre de Rahn, publié en Suisse par un compatriote, et ce que ce livre devait à Pell. Euler a très bien pu considérer qu'avec les triangles isocèles, Pell avait résolu un problème général qui englobait d'autres problèmes plus particuliers comme le défi de Fermat. Oui, cela suffirait, à mon avis, à expliquer pourquoi il a attribué à Pell la résolution de l'équation de Pell-Fermat. Reste que c'est bien Euler qui le premier a compris que l'algorithme de résolution des équations de Pell fabriquait une approximation par fraction continue de la racine carrée du paramètre. À la suite d'Euler, Lagrange fera des fractions continues une véritable théorie. Elle commence par les fractions continues périodiques, qui approchent les solutions des équations du second degré. De nos jours, les fractions continues sont bien oubliées. Mais si vous doutez de l'importance qu'elles ont eue dans l'histoire de l'algèbre, regardez donc l'article suivant. Démonstration d'un théorème sur les fractions continues, et c'est le tout premier article d'Évariste Galois. Il avait 17 ans. Bon, puisque vous êtes dans l'ambiance, voici ce qu'Archimède n'avait pas osé préciser. La somme des nombres de taureaux blancs et des nombres de taureaux noirs, les deux élevés à une puissance égale au nombre de vaches tavelées, est égale au nombre de taureaux bruns, toujours élevés à la même puissance. Ah, là vous faites moins les malins avec vos logiciels de calcul formel, hein ?